Bonjour à tous, merci beaucoup, merci aux organisateurs de m'avoir invité dans ce lieu prestigieux. Merci Sébastien pour votre aimable invitation à partager, partager des connaissances, un savoir sur la sarcopénie. Sarcopénie qui est probablement un peu le mot-clé de la décennie, on va le voir, à la suite de la première définition et puis des définitions qui ont suivi. On voit à quel point le développement du dépistage de la sarcopénie a vraiment préoccupé tous les champs disciplinaires en médecine et en chirurgie. Et donc je vais essayer de faire un état des lieux, effectivement, avec un petit poil d'historique et puis ajouter de la nutrition sur la fin. Donc il y a peut-être trop de diapositives, donc si on a trop, j'accélérerai un petit peu. Donc voilà, on va essayer d'aborder ensemble donc la question de la sarcopénie. Et naturellement, très rapidement, je voudrais aborder le fait que quand on parle de sarcopénie, on parle effectivement d'un enjeu majeur de santé publique qui est naturellement lié à l'allongement de l'espérance de vie, puisque, comme vous pouvez le voir ici, on a, depuis les années 50, on a une projection qui nous amène, notamment dans les populations au-delà de 70 ans, on voit que, bien sûr, ce segment de population augmente très rapidement. On a multiplié par 10 ce fragment de population. Et quand il s'agit des personnes de plus de 85 ans, vous voyez qu'en une dizaine d'années, on va augmenter de 30%. Quand on se projette entre 2010 et 2020, on va augmenter de 30% cette population, ce qui, bien sûr, perturbe la pyramide des âges et surtout nous amène à une question importante qui a été soulevée dans cet article du Lancet, où c'est un peu difficile à comprendre, mais je vais vous l'expliquer. C'est simplement le fait qu'il y a une augmentation chez les hommes et chez les femmes, il y a une augmentation du nombre d'années de vie perdues en bonne santé. Alors j'ai essayé de résumer ça sur un tableau, simplement pour vous montrer que finalement, si l'espérance de vie augmente, eh bien, chez les hommes, chez les femmes, chez les hommes, on voit que l'espérance de vie augmente, mais que l'espérance de vie en bonne santé a tendance plutôt à diminuer. Ce qui pose bien sûr des questions un peu générales sur la question d'envisager stratégiquement la prise en charge, bien sûr, des pathologies chroniques, puisque si on a augmenté l'espérance de vie, eh bien peut-être que la stratégie, c'est bien sûr d'augmenter d'une part l'espérance de vie sans incapacité, et puis de comprimer ce qu'on appelle la compression de la morbidité, c'est-à-dire la manière de ralentir l'évolution des maladies chroniques, ou en tout cas ralentir les complications liées aux maladies chroniques. Donc ça, c'est conceptuel, mais l'idée est là. L'idée, c'est de savoir effectivement, est-ce qu'on peut rajouter de la santé en maladie chronique, puisqu'aujourd'hui, ça représente une large fraction de la population. On considère qu'il y a environ 20 millions de personnes porteuses de maladies chroniques en France. Donc, à partir de ce constat, le menu de cet après-midi que je vous propose, c'est d'aborder la question du muscle comme un acteur à la fois victime, mais aussi acteur de l'évolution dans les maladies chroniques. Je parlerai de la sarcopénie, bien sûr, à définir, comment on peut la définir. Je parlerai un petit peu de métabolisme parce que j'ai pas pu me retenir en fait, et puis de stratégie multimodale si j'ai assez de temps. Alors vous le savez, bien sûr, au fur et à mesure du vieillissement, eh bien, on voit apparaître non pas une pathologie, mais plusieurs pathologies qui vont les unes les autres s'imbriquer, au point même que ce schéma un peu complexe montre simplement qu'on peut avoir, par exemple, une bronchopneumopathie chronique et puis avoir en même temps une maladie cardiovasculaire, un diabète et d'autres perturbations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a probablement un effet cumulatif des maladies chroniques, bien sûr, les unes par rapport aux autres, et on va parler éventuellement de disease home, de omic, c'est-à-dire comment il y a une sorte de réseau de network entre les pathologies et comment
les différents scénarios d'ailleurs peuvent s'imbriquer et en ayant une meilleure compréhension de ces différents scénarios, eh bien, on peut imaginer de pouvoir agir. Je prends l'exemple ici de la bronchopneumopathie chronique. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir que, bien sûr, il y a la pathologie d'organes respiratoires, et puis on a tout autour une constellation, bien sûr, d'événements cliniques, avec, par exemple, ici, cardiovasculaire, que ce soit l'hypertension, l'ischémie myocardique, l'insuffisance cardiaque ou les dysépidémies, il y a éventuellement du diabète, etc. Tout ça pour montrer qu'il y a finalement cette constellation d'événements qui vont apparaître. Et l'idée, le concept général de ce que nous faisons, ce qu'on essaie de faire dans le laboratoire, je ne l'ai pas dit, effectivement, je suis à la fois responsable d'une équipe de recherche, puis responsable d'un service de nutrition clinique. Et ce qu'on essaie de faire dans l'équipe, eh bien, c'est de comprendre, bien sûr, comment, avec l'âge, on va développer ces différentes vulnérabilités, et puis surtout, comment, au niveau métabolique, comment on va passer de la physiologie au désordre, comme on dit, désordre métabolique, pour aller à la maladie, et comment, bien sûr, la nutrition, non pas comme une nutrition qui va remplir le manque, mais comment la nutrition peut être un médiateur métabolique pour justement ralentir ou modifier les différentes voies de développement des pathologies. Et donc, on s'intéresse effectivement à la sarcopénie. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'action qu'on peut avoir sur le muscle, eh bien, peut être pléiotropique dans le sens où, si on améliore bien sûr la condition musculaire, les capacités physiques, on aura un effet sur de nombreuses situations pathologiques. Et c'est ce qui nous intéresse, puisque finalement, la perte musculaire, vous le savez, elle peut engendrer à la fois, bien sûr, un risque de chute plus importante, un risque de fracture, indirectement une ostéopénie, et puis indirectement, par le biais des modifications métaboliques du muscle à différents niveaux, eh bien, on peut avoir un risque plus important de développer des maladies métaboliques comme l'obésité, le diabète de type 2, et puis la perte musculaire a un effet, bien sûr, sur plein d'événements cardio-respiratoires et également immunitaires. Tout ça pour dire que, finalement, la perte musculaire, bien sûr, va faciliter le développement vers la fragilité, vers la perte d'autonomie, et puis surtout au niveau socio-économique, bien sûr, un surcoût de santé qu'on a du mal à mesurer, la sarcopénie. Qu'est-ce que ça représente ? Alors, dans les années 2000, on avait des premiers résultats qui montraient que ça représentait environ 19 milliards de dollars et ça représentait quelque chose comme 1,5% des dépenses de santé aux États-Unis. Aujourd'hui, on est largement au-delà, à tel point d'ailleurs que la classification internationale des maladies, l'ICD, a donné un code à la sarcopénie il y a un an environ, pour essayer de stimuler aussi la recherche pharmacologique autour de cette problématique. Tout ça pour dire aussi que si on améliore la fonction musculaire, forcément, on aura, il y a de nombreux papiers qui le montrent. J'essaie de résumer tout ça dans cette diapositive qui est un peu chargée, excusez-moi, mais c'est vrai que si on améliore cette fonction musculaire, on aura un effet aussi bien osseux que sur la mobilité, que sur la fonction cardio-respiratoire, et bien sûr sur le plan métabolique, sur la sensibilité à l'insuline, et également sur les fonctions cognitives. On sait à quel point aujourd'hui le muscle est capable, par la voie de myokine, d'envoyer des signaux, même au niveau de l'angiogénèse cérébrale. Tout ça pour dire qu'il y a des choses très intéressantes à tirer de l'amélioration de la fonction musculaire pour limiter l'incapacité. Donc venons-en au fait, puisque c'est la question que vous m'avez posée, à savoir comment on va définir la sarcopénie. Alors on peut dire que Irving Rosenberg de Boston, dans les années 80, fin des années 80 et début 90, avait dit qu'effectivement il y a un déclin progressif avec l'âge, et vous voyez que la définition a été liée à l'âge, bien sûr,
en disant qu'il y avait une perte fonctionnelle importante qui était liée à la perte de masse maigre, hein, et que peut-être qu'il fallait évoquer un nom spécifique à ce syndrome. Il a évoqué donc sarcopénia pour sarcos la viande et pénia le manque. Alors c'est intéressant de voir à quel point la nosologie, bien sûr, en médecine est extrêmement importante pour identifier et en même temps elle peut enfermer. Donc je dis ça parce que tout au long des discussions qu'on a pu avoir sur la définition, ça a été très très long, très discuté, notamment dans le milieu de la gériatrie où les gériatres ont été très précurseurs, bien sûr, dans ce domaine. Et le fait de trouver le bon terme, ça a été aussi un chemin assez important parce qu'on a parlé de plein de choses, de myoatrophie, de wasting, alors il y a aussi la cachexie, bien sûr. On pourra revenir là-dessus, mais disons qu'au départ, on est parti sur cette définition un peu vague, hein, sur le fait qu'il y avait une perte de masse maigre et que, eh bien, effectivement, lorsqu'on faisait notamment des scanners ou des IRM, eh bien, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait que la surface de section du muscle diminue environ de 40% entre 20 et 40 ans. Mais surtout, on voit qu'il y a une infiltration adipeuse. Ici, on voit en sous-cutané, mais également en intramusculaire, à savoir qu'il y a à la fois du tissu adipeux intramusculaire et aussi des lipides, sans forcément que ce soit du tissu adipeux, dans le muscle. Et donc cette question actuellement nous intéresse beaucoup parce qu'on voit aussi que cette infiltration graisseuse a des répercussions extrêmement importantes sur le plan métabolique, on le sait, dans le diabète notamment, mais aussi sur le plan fonctionnel. Ça perturbe la fonction des fibres, notamment des fibres contractiles. Alors juste pour qu'on essaie de comprendre un peu comment ça se passe, lorsqu'on mesure, par exemple ici en DEXA, la masse musculaire, eh bien, on reprend des travaux de Janssen, on voit que chez l'homme et la femme, bien sûr, cette perte musculaire n'a pas tout à fait la même évolution, à savoir que chez la femme, elle est un petit peu plus retardée, notamment à la ménopause, alors que chez l'homme, elle peut être plus précoce, mais surtout, bien sûr, vous le voyez, ça touche surtout la partie inférieure du corps, et c'est surtout sur la partie inférieure du corps que va s'exercer la sarcopénie. Donc c'est important, non seulement en termes de topologie, mais aussi en termes de typologie, puisque les fibres, notamment de type 1, sont relativement conservées, alors que les fibres de type 2 sont plutôt perdues. Je vous rappelle qu'entre le type 1 et le type 2, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est la différence entre le blanc de poulet et le magret de canard. Hein. Le magret de canard, il est rouge, il est riche en mitochondries, riche en lipides, c'est pour ça qu'il est bon. Donc du coup, ça permet d'aller beaucoup plus loin, alors que le blanc de poulet, eh bien, malheureusement, il peut avoir de la puissance, mais il a une fatigabilité plus importante et il n'a pas d'endurance. Tout ça pour dire qu'il y a une sensibilité différente entre les différents types de fibres, sans rentrer dans le détail. Tout ça pour dire qu'il y a une perte surtout de fibres de type 2 glycolytiques, donc sur l'explosivité. Et donc c'est ce qu'on voit un peu sur ce schéma, à savoir que eh bien, c'est surtout les muscles, notamment des membres inférieurs, qui sont perdus plus rapidement. C'est important parce que dans les études, souvent, on a la mesure globale, mais il faut rattacher aussi les tests fonctionnels à cette perte spécifique. L'autre élément important, c'est que lorsqu'on met en parallèle ce que je viens de vous dire sur ici c'est la masse, l'aire de surface du muscle, peu importe, mais lorsqu'on met en parallèle la masse musculaire en fonction de l'âge, vous voyez, qui diminue plus ou moins rapidement, on voit que de façon intéressante, sur la même population, une population italienne, on voit que la perte de la force de préhension ou d'extension du genou ou la puissance maximale, là on retrouve les fibres de type 2, peu importe, on voit que la perte de force est beaucoup plus précoce que la perte de masse musculaire. Ça, c'est un élément aussi important, à mon sens,
parce que il faut, et ça a été l'objet de grandes discussions, c'est que si au départ on est parti sur la masse musculaire, on s'est rapidement aperçu que c'était largement insuffisant et qu'il fallait aller vers la fonction, et même éventuellement d'abord vers la fonction avant d'aller vers la masse. Bon, on pourra en rediscuter. Ça veut dire que si je reprends un peu ce qu'on dit sur la masse osseuse, on peut dire qu'il y a au cours de l'évolution, eh bien, il y a bien sûr durant l'enfance l'acquisition d'une masse musculaire et de fonctions musculaires aussi, les deux, qui bien sûr va plafonner à l'âge adulte avec une stabilité, et puis une perte qui se fait de façon relativement hétérogène. Alors ça, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. Est-ce qu'il y a une composante génétique ou épigénétique à la perte musculaire? Sans aucun doute. On n'a pas le temps d'en parler, mais à la naissance, il se passe des choses. On sait que ceci va avoir un impact même au cours du vieillissement. Ce qui est intéressant, donc, il y a une grande hétérogénéité qu'on peut attribuer bien sûr à la sédentarité, on l'a vu tout à l'heure, aux différentes perturbations et à l'association des maladies chroniques avec l'âge. Mais il y a des situations, bien sûr, où, au cours notamment des maladies chroniques, lorsqu'elles apparaissent beaucoup plus tôt chez l'adulte, on voit qu'il y a des événements comme ça qui vont se répéter. Et le problème sera sûrement le manque de récupération ad intégrum de la masse musculaire à chaque événement. Ce qui nous amène bien sûr à discuter, non pas sur la sarcopénie au sens général, mais à la nécessité d'intervenir et de se poser la question de savoir ce que l'on fait dans ces épisodes critiques. Alors, il y a l'insuffisance rénale, le diabète aussi, on sous-estime souvent la perte de fonction musculaire dans le diabète, et puis bien sûr toutes les pathologies chroniques que vous connaissez, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, et puis il y a des pathologies bien sûr cachectisantes, où là la part inflammatoire se rajoute à la sarcopénie pour induire de la cachexie. La question, bien sûr, c'est pour un individu, lorsqu'on va s'intéresser à un patient, c'est de savoir à partir de quand, d'abord quelle est sa trajectoire, bien sûr, à partir de quand il a franchi le seuil critique. Alors c'est quoi le seuil critique? Quel est l'outcome? Qu'est-ce qu'on recherche? Le seuil critique, pourquoi? Pour la capacité physique, pour marcher, pour l'hospitalisation, pour la mortalité. Ensuite, est-ce qu'on peut prévenir ou est-ce qu'on peut traiter cet événement de perte musculaire? Donc tout ça, bien sûr, c'est des éléments qui nous ont beaucoup préoccupés et j'ai eu la chance, en fait, d'être à l'époque président de la Société européenne de nutrition et c'est à ce titre-là que j'ai pu participer à des groupes de réflexion sur la définition de la sarcopénie. Donc en 2010, on s'est réunis avec des collègues, à la fois des collègues gériatres nutritionnistes, pour participer à une définition de la sarcopénie, pour qu'on essaye de se mettre d'accord. Ça n'a pas été facile. L'idée, ça a été de dire, ben voilà, on va donner des critères, ils ne seront pas parfaits, et puis on va commencer à bâtir autour de ça un chemin en essayant de s'améliorer dans le futur, pour donner des éléments objectifs pour dépister la sarcopénie. Donc pour vous dire, ça a eu un impact assez incroyable, puisque ce sont des papiers qui sont cités, vous voyez, entre 1000 et 5000 fois dans la littérature. Et puis, après ces mouvements européens, il y a eu aussi d'autres définitions, à la fois aux États-Unis, notamment au NIH, et puis en Asie également, avec des critères qui étaient un petit peu différents, je vais y revenir. Donc le problème, en fait, vous l'avez compris tout de suite, c'est la mesure de la masse. Est-ce qu'il faut mesurer uniquement la masse? Notamment, est-ce qu'il faut faire de la circonférence brachiale quand on sait la variabilité de la mesure? Est-ce qu'il faut faire de l'impédance-métrie, mais on va mesurer ce qui n'est pas gras, donc du maigre, mais entre le maigre et le muscle, il y a une grande différence, puisque le muscle ne représente que 40 à 50% de la masse maigre. Donc on n'est pas complètement sur le muscle. Et puis, bien sûr, des examens plus précis, mais plus coûteux et moins disponibles.
Donc là, on est parti dans cette première définition, on est parti bien sûr sur des méthodes de mesure de la masse que vous connaissez. On retrouve le scanner, l'IRM, l'absorptiométrie biphotonique, l'impédancemétrie, le potassium, mais tout ça c'est pour la recherche et on s'est dit voilà, il faut absolument développer des outils pour la pratique clinique quotidienne et on a maintenu malgré tout l'anthropométrie, mais surtout la DEXA ou l'impédancemétrie, on va y revenir. Et puis on a rajouté bien sûr les mesures de fonction. Alors quand on dit fonction musculaire, schématiquement on a la force et la performance. Alors la force, c'est, comme vous pouvez le voir, la force de préhension avec le dynamomètre, mais ça peut être aussi l'extension, flexion-extension du genou, ou éventuellement le pic expiratoire, respiratoire. Ça peut être, pour ce qui est de la performance, des tests gériatriques assez connus, le SPPB, qui combine la vitesse de marche, le lever de chaise et l'équilibre. Et puis, on retrouve donc le lever de chaise. Donc tout ça avec une codification qui permettait en tout cas de donner des valeurs. Alors ces valeurs, on les retrouve ici. Pour ce qui est des valeurs de la DEXA, on s'est arrêté sur différentes publications qui prenaient des populations âgées, des populations plus jeunes, en prenant les deux écarts-types les inférieurs, pour dire, ben voilà, quand on est à moins 2 DS de la moyenne, voilà comment on est parti là-dessus pour la masse, avec des valeurs. Donc vous voyez qu'on a ajusté à la taille, puisque naturellement, si on fait une mesure de la masse musculaire sans considérer la stature, on risque de se tromper largement. Donc tout ça pour dire qu'on a eu effectivement des valeurs qui ont permis d'élaborer déjà des premières valeurs de prévalence de la sarcopénie. Et puis on y a associé donc à cette définition diminution de la masse et diminution de la fonction, soit par la force musculaire, donc avec le hand grip, ou alors la performance, comme je vous l'ai dit, lever de chaise, équilibre ou vitesse de marche sur 4 mètres. Donc voilà, on est parti là-dessus. Et à la suite de ça, bien sûr, il y a eu beaucoup de publications sur la prévalence, sur le risque de la sarcopénie, avec cette idée que nous avions, enfin surtout les gériatres, sur la nécessité d'un algorithme opérationnel, notamment chez les personnes de plus de 65 ans. Donc vous voyez, on est parti carrément sur la vitesse de marche à ce moment-là, avec une altération de la vitesse de marche allant vers la force de préhension et vers la mesure de la masse au final pour confirmer la sarcopénie. Voilà un peu ce qu'était, je parle à l'imparfait, puisque depuis quelques mois, on a essayé de retravailler cette définition. Alors, comme je vous disais, ça a été explosif. Vous voyez que le nombre de citations, le nombre de publications annuelles sur la sarcopénie a véritablement décollé à partir de ce moment-là, à tel point d'ailleurs que c'est pratiquement impossible d'embrasser ce domaine. Mais c'est justement ce qui est intéressant, c'est de pouvoir maintenant partager toutes ces données pour que vous puissiez aussi participer à la fête. Alors, la question qui s'est posée, c'était celle-là, c'est le fait que les sociétés européennes, américaines, asiatiques ont proposé leurs critères, mais il y a des choses tout à fait intéressantes. Aux États-Unis, compte tenu de la prévalence de l'obésité, ils ont essayé de rapporter la masse musculaire à l'IMC. Donc on a des valeurs ici, vous voyez, ça c'est appendicular lean mass, donc c'est la masse musculaire appendiculaire. Donc je vous rappelle qu'à la DEXA, à l'absorptiométrie biphotonique, pour mesurer la masse musculaire, on va mesurer la masse maigre en fait des 4 membres, et ce qui va nous permettre bien sûr d'estimer de façon plus précise la masse musculaire. Et lorsqu'on la rapporte à l'IMC, eh bien on a des valeurs pour les femmes, pour les hommes, ce qu'on n'avait pas fait à l'époque pour la société européenne. Vous voyez, ça c'est la société américaine. Et puis le groupe asiatique avec d'autres personnes avait donné d'autres critères, notamment pour la vitesse de marche. Bref,
il y avait quand même une petite confusion dans les critères d'évaluation de la sarcopénie, mais globalement, pour des personnes âgées, en tout cas, on retrouvait des prévalences, vous voyez, entre 5 et 13% de sarcopénie chez les 60-70 ans et entre 11 et 50% chez les personnes de plus de 80. Alors ça, c'était les premières valeurs, bien sûr. Le problème, et sur les publications les plus récentes, on voit que lorsqu'on prend les différentes définitions, on retombe plus ou moins sur les mêmes valeurs pour des personnes âgées à domicile, en tout cas autonomes. On est entre, vous voyez, entre 12-13% et 22%. Quand on regarde les critères morphométriques, lorsqu'on regarde les critères fonctionnels, c'est un petit peu plus faible. Mais dans ce travail, on voit que selon le type de définition, on ne retrouve pas forcément les mêmes personnes au même endroit. Il y en a qui sont sarcopéniques avec une définition et pas d'autres. Ce qui pose quand même pas mal de problèmes. Et puis là, c'est une méta-analyse qui est INPRESS et qui montre la prévalence. Ah oui, c'est la prévalence dans les EHPAD, en fait, dans les maisons de retraite, et on voit que cette fois-ci, la prévalence, vous voyez, est beaucoup plus forte, puisqu'on est, on est entre 22 et 85% de sarcopénie chez les plus de 80. Ils ont à peu près 80 ans en moyenne. Tout ça pour dire que on a une estimation relativement globale, mais on n'est encore pas complètement satisfait, bien sûr, par tout ça. La question, c'est à partir de ces critères, d'abord, est-ce que ça sert à quelque chose? Alors on peut voir effectivement que ça permet quand même de prédire, en tout cas d'avoir une association entre la sarcopénie et des marqueurs durs comme la mortalité. On voit que la mortalité, vous voyez, est augmentée entre 3, 4 jusqu'à 12 fois le risque de mortalité lorsqu'il y a une sarcopénie à partir des critères européens. Donc ceci sur 17 études sur des populations relativement larges et avec un suivi entre 3 mois et 10 ans. Donc tout ça pour dire que la sarcopénie effectivement est un indicateur intéressant pour la mortalité, mais également bien sûr pour l'incapacité et notamment, enfin, ce qu'on appelle incapacité, c'est disability, c'est la perte d'autonomie. On voit que la perte d'autonomie également, bien sûr, est multipliée entre 3 et 12 fois dans ces populations lorsqu'on a défini la sarcopénie. On voit aussi d'ailleurs que c'est un prédicteur de l'hospitalisation sur des méta-analyses. On voit très clairement que ça augmente entre 1,5 et 2 le risque d'hospitalisation lorsqu'il y a une sarcopénie. Bon, bref, tout ça pour dire qu'on était très contents, mais on avait toujours des réunions, pas forcément très régulières, une fois par tous les 2 ans, ou 3 ans même parfois, mais tout ça pour dire qu'on se retrouvait en se disant quand même c'est bien, mais il faut reconsidérer peut-être les critères de masse, de force, de performance. Est-ce que la performance, je vais y revenir, est-ce que c'est vraiment important dans la définition? Est-ce qu'il faut mesurer la masse totale, masse régionale, apiculaire? Est-ce qu'il faut mesurer quel type de force musculaire il faut mesurer? Bref, on avait toujours ces réflexions pour la mesure également, quel type de mesure, puisqu'on a vu également que le scanner L3 est devenu extrêmement populaire, notamment en oncologie, puisqu'on fait dans les bilans d'extension les scanners L3, ça permet d'avoir une estimation de la masse musculaire, même surtout chez les personnes obèses. Donc tout ça fait qu'on a réfléchi, bien sûr, et puis à nouveau, quels sont les seuils limites, les seuils critiques de sarcopénie, et également quels sont les outcomes, les conséquences pertinentes, notamment en termes de performance, de mobilité, de chute et d'admission à l'hôpital. Donc la question, elle reste toujours d'actualité.
surtout parce qu'on s'est intéressé, là vous le voyez, en gériatrie, aux personnes âgées. On n'a pas vraiment, on est allé tout doucement sur le terrain finalement des maladies d'organes et encore sur la transplantation. Je vois que ça a explosé aussi, la question arrive également. Donc la question c'est ça, quels sont les seuils, notamment quand je prends par exemple la vitesse de marche. Là c'est la vitesse de marche de 4 mètres. Et il y a des abacs carrément qui ont été faits en gériatrie qui montrent que cette vitesse de marche, eh bien, elle est directement reliée à la mortalité. Hein, je marque que c'est un peu comme la glycémie pour le diabète ou la tension artérielle pour le cardiologue, pour dire que là, on a quand même avec la vitesse de marche quelque chose d'intéressant. Mais vous allez me dire, la vitesse de marche, on peut avoir une altération de la vitesse de marche pour plein de raisons différentes, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Par exemple, sur la force de préhension de la main, c'est intéressant d'avoir des valeurs, mais vous voyez bien que les valeurs, elles se modifient avec l'âge. Donc si on veut aller sur le terrain des maladies chroniques, et notamment avant 70 ans, eh ben, il faut peut-être effectivement qu'on considère aussi, ça ce sont des, excusez-moi, je n'ai pas présenté, mais c'est un combiné de 12 cohortes britanniques, donc ça représente, je ne sais plus, mais c'est un nombre considérable d'individus. Et ces auteurs ont défini des abacs, là aussi, qui permettent d'avoir le 50e percentile, et puis le plus bas, c'est-à-dire en dessous de 2 SD, eh bien, on est à des valeurs, vous voyez, autour de 27 kg pour l'homme, 16 kg pour la femme. Donc on a des choses, bien sûr, aujourd'hui qui nous intéressent, mais voilà les questions que nous nous sommes posées avec le groupe européen. On s'est dit, voilà, cette approche syndromique où on associe des choses, est-ce que c'est toujours comme ça qu'il faut aborder la sarcopénie, ou est-ce que c'est une maladie, hein, est-ce qu'il faut l'appeler maladie? Est-ce que la performance, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'elle fait toujours partie de la définition, ou est-ce que c'est simplement une conséquence de la sarcopénie et qu'elle ne permet pas le diagnostic ou le dépistage? Est-ce que la puissance musculaire et encore plus la qualité musculaire doit figurer dans la définition? Mais comment on la mesure? Bon, il y a toujours la question de la mesure de la masse musculaire en pratique. Est-ce qu'il faut recommander des seuils limites différents selon les situations cliniques? Et puis, voilà, quelles sont les conséquences à rechercher, comment faire un screening de la population pour sortir des sujets à risque de sarcopénie. Il y a aussi la question de l'obésité sarcopénique, puisqu'on a bien sûr une population avec l'âge aussi une augmentation de l'obésité. Qu'en est-il de l'ostéopénie associée à la sarcopénie, et quelles sont les recommandations notamment pour une approche personnalisée de cette sarcopénie? Vous voyez, beaucoup de discussions, et à nouveau une publication qu'on a soumise l'année dernière et qui est sortie donc en octobre, et cette publication a revisité, comme on dit, cet algorithme de dépistage opérationnel pour cette fois-ci essayer d'être un peu plus opérationnel. Comme vous pouvez le voir, ça se décline d'abord à partir soit d'un questionnaire, soit d'une suspicion clinique de sarcopénie. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des chutes à répétition, par exemple, ou une indication de la perte fonctionnelle exprimée par le patient, ou le SARC-F, je vais y revenir juste après. Le SARC-F qui est un questionnaire à partir de 5 questions très simples, et qui permet d'avoir une bonne spécificité, pas une bonne sensibilité, mais une bonne spécificité. Et à partir de là, on va mesurer d'abord, comme on l'a vu tout à l'heure, cette fois-ci c'est la force musculaire, soit la force à partir de la force de préhension de la main, soit le lever de chaise. Et si on a effectivement des critères, alors on va y revenir, qui ne sont pas atteints, eh bien on va mesurer la masse musculaire. Alors c'est surtout la masse musculaire qui va permettre de confirmer le diagnostic de sarcopénie. Et si ceci se confirme, on peut faire la mesure de la performance
pour déterminer le degré de sévérité de la sarcopénie. Donc là, cette fois-ci, on est sur quelque chose qui est, vous voyez, beaucoup plus étagé, beaucoup plus clair, à mon sens. Et donc, pour revenir sur les différents tests, donc le SARC-F, alors, il est utilisé effectivement en gériatrie, mais il est tout à fait déclinable dans d'autres situations. Donc ce SARC-F, ici traduit en français, vous voyez, ce sont des questions vraiment très simples. Est-ce que vous avez des difficultés pour transporter, alors 5 kilos, on peut avoir une estimation avec des bouteilles d'eau par exemple. Avez-vous des difficultés pour marcher dans une pièce, des difficultés pour vous lever d'une chaise, pour monter 10 marches, et combien de fois êtes-vous tombé dans les 12 derniers mois? Donc il y a un score, et on considère que lorsque le score est supérieur à 4, il y a une possible sarcopénie, sachant qu'on est, comme je disais tout à l'heure, sur une faible sensibilité diagnostique. Mais par contre, s'il est positif, bien sûr, c'est une indication forte de sarcopénie. Donc c'est une manière de screener la population, d'autant plus ce sont des auto-questionnaires que les personnes peuvent remplir à domicile également. Donc après, sur les cut-offs, sur les critères de mesure, on a effectivement réduit les cut-offs concernant la force de préhension. On est à 27 kg chez l'homme, à 16 kg chez la femme. Donc c'est la première étape, je vous le rappelle. Et ensuite, ou alors on a le lever de chaise avec 5 levées de chaise avec un temps limité à 15 secondes. Ensuite, sur la masse appendiculaire mesurée en DEXA, on a 20 kg, 15 kg chez l'homme et la femme respectivement, et puis bien sûr, on le rapporte à la taille. Donc ça, ce sont des indications, sachant que l'impédance-métrie reste toujours d'actualité pour ce qu'on appelle le SMI, l'indice de masse musculaire. Et puis pour la performance, on retrouve à nouveau la vitesse de marche, et puis le SPPB, et puis le test de marche de 400 mètres qui ne doit pas dépasser 6 minutes. Donc tout ça, ce sont des indications. Après, c'est vraiment après à adapter selon les moyens de chacun, mais on a essayé quand même de prendre des tests les plus simples possibles pour pouvoir approcher cette altération fonctionnelle musculaire. Donc là, j'ai résumé un peu dans ce tableau ces nouveaux critères de sarcopénie, avec une sarcopénie probable ici lorsqu'il y a une atteinte de la force, confirmée avec la mesure de la masse, et sévère, bien sûr, si on a des altérations de la performance, avec ici, donc je vous rappelle, donc pour la force de préhension, le lever de chaise, pour la masse, la DEXA, mais je maintiens qu'on peut mettre l'impédance-métrie, parce que sinon on n'a pas toujours bien sûr la DEXA sous la main, et puis la performance ici. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Ces critères ont été publiés il y a... Alors ça c'est sorti le 12 octobre, mais c'était publié il y a un mois, je crois, à peu près. C'est des critères que l'on peut utiliser, sur lesquels on est plus ou moins d'accord. Alors ensuite, bien sûr, je parle de sarcopénie primaire liée à l'âge. Ensuite, il y a une sarcopénie qui est considérée comme étant secondaire. Secondaire à quoi? Secondaire à des perturbations éventuellement nutritionnelles, un apport inadéquat, une malabsorption, des troubles digestifs, bien sûr, ou une anorexie voilà, plus ou moins complexe. Une sarcopénie secondaire à une immobilisation ou à une sédentarité importante lors d'un déconditionnement, ou lorsqu'il y a bien sûr une pathologie chronique, et là ce sont toutes les pathologies d'organes, les maladies inflammatoires, bien sûr cancer ou pathologie endocrinienne. Tout ça pour dire que là on ouvre un peu la boîte de Pandore, et vraiment la question va être de savoir comment bien sûr pour toutes ces pathologies, est-ce qu'on a suffisamment de critères pour être sûr de ces critères qui doivent être associés à un outcome, c'est-à-dire qu'une mesure n'a de valeur que si elle peut
être associé, bien sûr, à un événement. Alors là, je reprends une revue de Gianni Biolo qui montre de façon tout à fait intéressante, ça pose de nouvelles questions vis-à-vis de la nutrition, c'est-à-dire que ce qu'on appelait dénutrition était basé soit sur l'IMC, soit sur la perte de poids, soit sur des critères comme l'albumine, bien sûr. La question, c'est lorsqu'il y a un IMC plus important, lorsque la perte de poids elle est difficile à estimer, lorsqu'il y a une inflammation, que l'albumine est basse, finalement, on a beaucoup de mal à apprécier cette dénutrition. Donc ce tableau m'intéresse parce qu'on voit que sur différentes pathologies, on voit à la fois le diagnostic de malnutrition à partir de l'IMC, vous voyez qu'il est relativement faible, alors que lorsqu'on qu'on reprend les critères de sarcopénie, les critères européens, eh bien on voit qu'on a une sarcopénie qui peut être importante, alors que les indices de dénutrition ne sont pas très clairs. Tout ça pour dire que d'une part, la prévalence de la sarcopénie on a du mal à l'apprécier, elle est très variable, vous voyez, selon les pathologies, mais elle est toujours présente, et surtout qu'elle n'est que faiblement appréciée par les critères nutritionnels classiques. Alors, comme je savais que j'allais venir, je me suis penché rapidement sur les papiers, puis là, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait un nombre de papiers tout à fait considérable. Donc, parmi vous, beaucoup d'entre vous travaillent déjà sur la sarcopénie. Là, j'ai pris cette analyse qui commence effectivement à dater, mais qui montre de façon relativement unanime qu'en situation post-transplantation, il est habituel de voir un gain, une récupération éventuellement, mais plutôt une récupération du poids, mais pas forcément de la masse maigre, et notamment de la masse musculaire. Donc selon les études, on voit que, alors ça dépend du suivi des études, etc., mais on voit que, là il s'agit bien sûr de transplantation hépatique, j'aurais dû le dire, on voit que la récupération n'est pas intégrale, voire parfois s'aggrave. On voit des pertes musculaires importantes, du fait probablement aussi des thérapeutiques et des situations complexes liées à la transplantation. Alors c'est vrai qu'il y a plein de questions qui se posent maintenant, c'est-à-dire la transplantation peut engendrer éventuellement ou être associée à des altérations musculaires, mais la question c'est surtout qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a une sarcopénie préalable, c'est-à-dire que c'est la question de la réhabilitation, mais aussi la question de la préhabilitation, à savoir est-ce qu'on a un intérêt effectivement à travailler sur ce patient. Généralement on n'a pas forcément le temps de le faire, mais si on peut le faire, est-ce qu'il faut le préparer au mieux et travailler sur cette sarcopénie si elle existe. Après, donc la question c'est, bon, j'ai repris comme ça des titres, j'allais dire pas complètement au hasard, mais qui posent vraiment les questions pour dire voilà, est-ce que ça change les priorités? En tout cas, il faut sûrement s'en occuper avant la transplantation. C'est vrai pour le foie, c'est vrai pour le rein également, où là se pose la question du screening également, et des facteurs qui sont reliés à la sarcopénie au cours de la transplantation, avec aussi la question de la longueur de l'hémodialyse qui précède la transplantation, qui amène à la sarcopénie. Et puis je prends un travail de Anne-Elisabeth Hing, un travail récent qui va sortir bientôt, et qui montre aussi que la question de l'obésité aussi se pose, bien sûr, sur ces patients, parce qu'on voit l'obésité, mais il faut voir aussi la sarcopénie associée. Donc tout ça pour dire qu'on a des questionnements non seulement sur la quantité, sur la fonction, mais aussi sur la qualité musculaire. On n'a pas le temps d'en parler. On s'intéresse beaucoup à cette infiltration lipidique intramusculaire qui a des effets, comme je disais tout à l'heure, des effets métaboliques, mais également des effets sur la fonction musculaire. Alors est-ce qu'il faut aller vers l'imagerie échographique? C'est ce qu'on a proposé, on a suggéré pour la recherche, en tout cas dans la définition, qu'on pouvait ajouter ce critère, mais ce n'est pas un critère déterminant majeur. Et puis, est-ce qu'il faut aller plus loin pour évaluer l'architecture musculaire?
On peut, avec le PQCT par exemple, on peut évaluer l'architecture osseuse, mais également l'architecture musculaire. Il y a peut-être des choses à faire pour aller plus loin dans le phénotypage musculaire. Donc le message de cette première partie, c'est de dire que on peut aujourd'hui déterminer et dépister la sarcopénie avec un code international effectivement de sarcopénie, mais surtout des tests fonctionnels relativement praticables au quotidien, qu'il faut absolument déterminer cette sarcopénie parce qu'elle est importante en termes de pronostic également, notamment en post-opératoire, dans différentes situations, même dans la chirurgie bariatrique aujourd'hui, dans la chirurgie de l'obésité, on voit que la sarcopénie préalable est un facteur de complications post-opératoires et que le muscle est une cible majeure pour maintenir les fonctions globales de l'organisme. Alors, je souhaitais, dans cette troisième partie, aborder très rapidement le concept de résistance anabolique. Alors, qu'est-ce que c'est que la résistance anabolique? Alors, avant de parler de résistance, juste dire bien sûr que cette sarcopénie, cette perte de masse musculaire et de composition altérée du muscle, est associé, en tout cas, est le fait de facteurs intrinsèques, bien sûr, l'âge, les déficits hormonaux, les maladies, on en a déjà parlé. On sait aussi que le tabac est un facteur de sarcopénie, donc ça c'est extrêmement important à considérer. La consommation d'alcool lorsqu'elle est très forte également, l'immobilisation bien sûr, les apports protéiques, ça je vais y revenir, les déficits en vitamine D également, je vais y revenir. L'obésité, la question et puis la question de certains médicaments qui peuvent avoir un effet négatif mais aussi positif pour certains d'entre eux. On n'a pas le temps d'y revenir, mais on pourra en discuter. Alors la question qui nous a préoccupés au laboratoire, c'est le métabolisme des protéines, parce que effectivement, vous le savez, le muscle se renouvelle en permanence sous l'effet de la synthèse et du catabolisme. Et théoriquement, en situation de prise alimentaire, eh bien, on assiste à une stimulation de la synthèse et à une diminution de la protéolyse. Donc à chaque fois qu'on se met à table, eh bien, on va stimuler la fabrication de nouvelles protéines et on va réduire la dégradation de vieilles protéines. Voilà un peu comment ça se passe. Le problème en situation de maladie chronique et d'âge et de vieillissement, c'est que la réponse, vous voyez, la réponse anabolique, la synthèse de protéines après la prise du repas disparaît. Il y a une sorte de surdité métabolique, une absence de réponse à la prise de protéines avec l'âge ou surtout dans les maladies chroniques et surtout s'il y a une inflammation, il y a une stimulation et une absence de réponse aussi de la protéolyse. Tout ça pour dire qu'on a essayé de travailler pendant de nombreuses années sur les mécanismes de cette résistance anabolique postprandiale, c'est-à-dire qu'après chaque repas, on ne voit pas la réponse attendue. Donc je vous fais l'histoire très courte, simplement pour vous dire que ça peut être le fait, bien sûr, d'une altération sur les apports, sur la prise alimentaire. Ça peut être un problème de disponibilité, bien sûr, des acides aminés lorsqu'on prend des protéines. Et puis ça peut être une question de résistance à l'effet musculaire des acides aminés. Donc juste pour vous dire que pour répondre à ce problème de résistance, il faut se poser la question bien sûr des apports, de la source des protéines, de la qualité, des apports énergétiques associés, et puis on a beaucoup travaillé sur la distribution et la vitesse d'absorption des protéines. On a fait un consensus également européen pour les recommandations en protéines alimentaires. Alors optimales, hein, c'est pas le minimum vital, c'est de façon à prévenir justement la question de la sarcopénie chez les personnes âgées. Et on est arrivé à des valeurs, vous voyez, autour de 1 à 1,2 grammes par kilo et par jour de protéines. Et puis, bien sûr, en situation aiguë ou chronique, il faut augmenter ces apports de protéines, sauf s'il y a, bien sûr, des perturbations de la fonction rénale. Bon, ça, c'était une première étape. La question, c'est surtout de savoir, une fois qu'on a ingéré ces protéines et qu'on a absorbé ces acides aminés, que deviennent ces acides aminés? Eh bien, la question importante, c'est que lorsqu'on va manger des protéines,
une grande partie d'entre eux, même pour dire entre 50 et 60% des acides aminés du repas, seront séquestrés dans le territoire digestif. Ça veut dire qu'on a à peu près 30% entre 25 et 30% au niveau intestinal et 20% à peu près dans le foie sont retenus pour la production de nouvelles protéines tissulaires. Ça veut dire qu'il y a bien sûr une perturbation potentielle de la libération des acides aminés d'origine alimentaire, notamment s'il y a une inflammation qui va encore plus détourner les acides aminés pour produire des protéines inflammatoires. Donc tout ça pour dire que il y a de nombreuses années, on a travaillé avec plusieurs collègues, notamment de Bordeaux également, pour mesurer la séquestration splanchnique chez les personnes âgées. Et on a pu montrer qu'il y avait, une séquestration splanchnique beaucoup plus forte, ce qui fait que même si vous donnez la même dose de protéines, vous n'êtes pas sûr d'atteindre la cible s'il y a une séquestration, bien sûr, au niveau splanchnique. Ensuite, la sensibilité à l'insuline, on a beaucoup travaillé là-dessus dans le muscle, je vais passer rapidement. Tout ça pour dire que on a besoin de comprendre, bien sûr, comment tous ces nutriments peuvent agir dans le muscle. Et si je montre ces voies de signalisation, c'est pour dire également que lorsqu'on va utiliser par exemple des mTOR inhibiteurs, naturellement, on va toucher à des voies d'initiation, de la translation, de la traduction des protéines dans différents tissus, mais aussi dans le muscle, ce qui fait qu'il faut toujours avoir à l'esprit, naturellement, qu'on peut avoir des altérations de cette signalisation qui peut être lié, là, comme ici, à l'insulinorésistance, mais qui est lié à l'immobilisation, à l'inflammation, bien sûr. On a montré récemment, donc je passe rapidement, que l'accumulation lipidique sous forme de céramide avait un effet de ralentissement du turnover et d'altération de la signalisation pour la synthèse des protéines musculaires. Et puis, dans un modèle animal, on a pu montrer également que la carence induite en vitamine D avait un impact non seulement sur la synthèse des protéines musculaires, mais également sur l'accumulation lipidique musculaire. Tout ça pour dire qu'il y a de nombreux facteurs qui viennent favoriser cette résistance musculaire à l'anabolisme induit par la prise alimentaire. Et puis, bien sûr, le flux sanguin et la capillarité musculaire, tout ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Donc le message, rapidement, je vous prie de m'en excuser si c'est un peu rapide, c'est simplement pour dire que, vous l'avez compris, la synthèse des protéines musculaires en réponse au repas peut être réduite en situation de maladie chronique ou bien sûr en situation post-opératoire, ça c'est sûr, et qu'elle a des origines multiples qui peuvent être alimentaires, digestives, métaboliques, et qu'un apport protéique suffisant en quantité et en qualité peut restaurer la synthèse protéique. Alors là, je vais passer rapidement parce que c'est des choses que je viens déjà de dire. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? À partir de tout ce que je vous ai dit, est-ce qu'on peut tirer des leçons pratiques? D'abord, bien sûr, on peut augmenter les apports de protéines. On sait que c'est difficile, on peut en discuter, mais la question, elle est vraiment essentielle. Est-ce qu'on peut favoriser la consommation de certains acides aminés? On parle beaucoup de la leucine parce que les travaux montrent que lorsqu'on rajoute de la leucine dans le repas, par exemple, de personnes âgées, on peut restimuler la synthèse de protéines alors qu'on n'arrive pas à le faire dans un repas normal. Donc ça veut dire que le simple fait d'augmenter la part d'acides aminés essentiels et notamment de la leucine dans le repas est un signal qui permet de déclencher un anabolisme plus fort, plus puissant. Et puis, il faut un minimum, peut-être un minimum de protéines de bonne qualité. Ici, on dit qu'il faut à peu près 25 grammes. Ensuite, il faut améliorer l'efficacité de ces protéines. Alors, comment on fait? J'ai demandé à mon fils, et il m'a dit, voilà, il suffit d'aller vite et de sauter le plus haut possible. J'ai dit, OK. C'est un peu la même question. Il faut franchir la barre. Quel est le seuil de déclenchement de l'anabolisme musculaire postprandial? C'est la chose la plus importante et peut-être qu'il faut renforcer, pourquoi pas, le petit déjeuner. On l'a montré récemment.
dans une étude sur laquelle je vais passer. Je crois que j'ai dépassé le temps, non? Oh, d'accord, parfait. Donc on peut éventuellement faire ce qu'on appelle le pulse feeding, c'est-à-dire on concentre les protéines sur un repas, en apportant bien sûr de l'énergie sur les autres repas. Ça a été montré par des collègues parisiens pour la récupération de la masse maigre. Donc ça c'est une possibilité, mais c'est très compliqué à faire parce qu'il faut rajouter des protéines, notamment au repas de midi. Et puis d'autres personnes pensent qu'il vaut mieux en donner à tous les repas, mais il faut en donner suffisamment. Et puis l'autre possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des protéines rapides. Les protéines rapides, ce sont des protéines dont la libération des acides aminés sera très rapide. Et on a beaucoup travaillé sur ce concept il y a de nombreuses années maintenant, mais ça reste un concept toujours intéressant parce qu'on s'aperçoit que ces protéines ont une digestion rapide et elles peuvent arriver très rapidement au niveau musculaire et on peut les combiner au mouvement, notamment à l'activité physique. Et on voit qu'on a une très bonne efficacité lorsque on arrive à combiner la prise de protéines rapides chez des personnes âgées. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup et qui donnent de l'espoir, bien sûr, pour accélérer la récupération dans le muscle. Et puis on peut ajouter bien sûr à la prise de lactosérum, de protéines solubles du lait, on peut rajouter de la leucine et de la vitamine D et on voit que lorsqu'on fait ça, eh bien on récupère de la masse musculaire apendiculaire, donc chez des personnes âgées, que ce soit la masse musculaire totale ou la masse musculaire au niveau des jambes. Donc tout ça pour dire qu'on est vraiment autour de cette affaire pour essayer d'optimiser au maximum la récupération postprandiale de protéines dans le muscle. Alors est-ce qu'il y a de nouvelles synergies? Est-ce qu'il y a des nouvelles pistes de travail? Bien sûr, il y a la combinaison entre la prise de protéines et l'activité physique, ça c'est évident, à savoir quand même qu'il y a une fenêtre, j'allais dire une fenêtre thérapeutique d'environ 1 heure, maximum 2 heures après un effort pour faciliter la récupération d'acides aminés par le muscle. Et puis il y a d'autres synergies possibles, notamment les acides gras polyinsaturés, certains polyphénols, j'ai parlé de la vitamine D, et puis à l'inverse, des substrats qu'il faut plutôt éviter, notamment l'accumulation lipidique intramusculaire qui est stimulée par les acides gras saturés, l'inactivité, le déficit en vitamine D, et puis bien sûr lorsqu'il y a une inflammation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de la nutrition, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, eh bien, il faut réfléchir sur le type d'exercice, endurance, résistance ou excentrique, ça c'est très intéressant. Il faut sûrement travailler sur la question du déficit hormonal et pourquoi pas sur d'autres nutriments potentiellement intéressants. Tout ça pour avoir un impact, bien sûr, sur l'anabolisme, mais surtout sur la mobilité, la qualité de vie et la survie. Donc pour terminer, je dirais que la place finalement de ces différentes stratégies, la question c'est de savoir s'il faut positionner ces éléments lors d'un événement critique qui se répète par exemple. Est-ce qu'il faut le faire bien sûr tout au long de la vie? Bien sûr, faire de l'activité physique, ça, on ne va pas dire que ça fait du mal. Après, bien sûr, à quel moment, c'est toute la question qui se pose. Donc pour terminer, vous l'avez compris, donc le maintien de l'anabolisme musculaire peut augmenter après une charge de protéines et qui peut être potentialisé par différents modes d'action, que ce soit l'activité physique, mais aussi d'autres composés nutritionnels que nous sommes en train de travailler. Donc lorsque je reviens sur cette histoire du comorbidum, c'est simplement pour vous dire que si la maladie chronique est associée à différentes perturbations que l'on connaît, notre idée, bien sûr, c'est de placer le muscle au sein de cette constellation pour dire que le muscle aussi est extrêmement important pour pouvoir avoir une action pléiotropique, bien sûr au-delà du traitement de la maladie d'organes. Et c'est un peu comme ça qu'on essaie de comprendre notre action aujourd'hui sur la sarcopénie.
Donc je remercie tous les gens qui sont bien sûr avec moi dans l'unité et puis dans notre équipe. Et puis je reste à votre disposition. Ah oui, je crois que j'ai un événement aussi à signaler, c'est que nous faisons à Clermont une conférence internationale sur nutrition, activité physique et mobilité. Et bien sûr, vous êtes tous invités à y participer. Je vous remercie pour votre attention.